Bonjour à tous et bienvenue au Lab Raphaël et à notre podcast qui illumine la médecine de demain. Je suis Dr Julia Glaise, médecin de famille à New York, spécialisée en médecine intégrative et directeur médical de Raphaël Prévention Santé, partenaire de l'Institut Raphaël. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Claudine, une femme exceptionnelle qui connaît très bien l'Institut. Bienvenue, merci d'être venue. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Donc, oui, je m'appelle Claudine. Alors, je suis mariée. Mon mari et moi, nous avons chacun un fils. Avant la maladie, je suis malade depuis 2 ans et demi. Je travaillais dans la culture, la musique et l'édition. Je suis tombée malade en août 2021, mélanome métastatique. J'ai eu un premier traitement qui n'a pas marché. Dans le cours de ce premier traitement, j'ai intégré l'Institut Raphaël pour un premier parcours. Et puis, début 2023, on a cru que j'étais en rémission. Et en fait, quelques mois plus tard, le mélanome s'est développé. Et donc, je suis entrée dans un essai clinique et j'ai pu réintégrer un second parcours à l'Institut Raphaël. Et donc, voilà, je peux dire que ces 2 parcours m'ont permis de me tenir debout et ont très largement amélioré ma qualité de vie. Souvent, les médecins me disent que, en fait, la guérison, en tout cas la rémission, repose beaucoup sur moi, enfin sur eux, mais en partie, certains disent 50% sur moi. Et moi, je dis, en fait, c'est pas moi, c'est un nous collectif qui englobe toutes les personnes qui m'accompagnent, ma famille, mes proches, je suis très entourée, mais aussi beaucoup l'Institut Raphaël. Et quel est votre parcours à l'Institut Raphaël ? Alors, comme je disais, j'ai eu 2 parcours. Comment dire, la première approche, c'est un ami médecin qui m'en a parlé. Donc, j'ai fait à la fois de la kiné, de la réflexologie, lutter contre aussi l'insomnie. J'ai fait beaucoup de yoga, mais le yoga qui m'a permis à la fois de me connecter à moi-même corps-esprit, le lien entre corps et esprit, et puis de régénérer, développer l'énergie avec une prof qui est absolument lumineuse et formidable, Federica, qui a ce talent de gérer non seulement chaque personne, mais aussi chaque patient, mais l'énergie collective. Après, il y a beaucoup dans le parcours à l'Institut, je veux dire que ce qui est remarquable, c'est que c'est tous les aspects, toutes les dimensions, tous les pôles de la vie d'une personne qui sont affectés par la maladie, qui ont pu impacter le fait on tombe malade, mais qui sont ensuite aussi affectés par la maladie. Et donc, il y a beaucoup de pratiques, des nouvelles pratiques, des habitudes que l'on a, qui ne sont pas forcément des bonnes habitudes, que l'on va essayer de transformer. Moi, je pense par exemple à la diététique, à l'alimentaire. Il y a ici une chef, une véritable chef pâtissière, qui vous apprend à faire de la cuisine santé. Donc, moi, je suis gourmande, donc il y a une dimension plaisir qui est formidable. C'est toujours ce lien entre, si vous voulez, vous êtes malade, mais vous êtes aussi une personne et vous continuez à vivre. Et tout ça, très clairement, combat la maladie, parce que c'est des pulsions de vie. Donc, voilà, ces nouvelles habitudes, ces bonnes pratiques, elles existent aussi, par exemple, sur le sommeil. Moi, j'avais beaucoup dans le second parcours, ce n'était pas le cas dans le premier. Vous voyez, c'est très individualisé, parce que le premier, je n'avais pas les mêmes effets secondaires et je n'avais pas les mêmes besoins. Dans le parcours, on est accompagné par un coordinateur qui définit avec vous vos besoins. Dans le second, j'avais beaucoup d'insomnie. Donc, j'ai pu intégrer un parcours du sommeil, où là, il y a une pluridisciplinarité. Vous avez des sophrologues, réflexologues, des diététiciennes, le yoga aussi, le yoga nidra qui est absolument fantastique. Et tout ça en équipe, ces différents soignants vous accompagnent pour pouvoir retrouver le sommeil. Et retrouver le sommeil, c'est aussi des habitudes qu'on a peut-être appris quand on était enfant, des basiques, ou même des choses maintenant qu'on fait, qui de regarder des écrans très tard, des choses à transformer, qui sont transformables. C'est tout un parcours. Moi, je pourrais rentrer, essayer énormément de choses. Évidemment, ne pas oublier tout ce qui est psychothérapie et art-thérapie, qui, moi, m'aide énormément parce que la maladie est un déclic. Mais là, ce qui est à l'œuvre quand on tombe malade, c'est une transformation.
En fait, je ne pense pas, non seulement on est bouleversé par la maladie, mais on ne peut pas faire l'impasse de cette transformation. On se pose évidemment beaucoup de questions. Et là, c'est vraiment nécessaire d'être accompagné par un psy, à la fois pour je dirais, être bienveillant avec soi-même, parce que moi, je n'étais pas forcément, reprendre confiance en soi, enfin, plein de choses. On va puiser dans son intuition et libérer là une énergie, un potentiel créatif. Je n'aurais jamais pensé avant cette expérience que j'étais capable de peindre. Bien sûr, au début, c'est une expression, donc quand on est malade, il est nécessaire d'exprimer, il est nécessaire de parler. Mais là, c'est une manière spontanée. Et c'est tout l'art du psychothérapeute de vous permettre d'oser devant la page blanche, tous très compétents et très bienveillants et avec beaucoup d'écoute. Bah, c'est une vraie victoire sur soi-même et c'est très résilient. Pour les cérébrales, c'est important de ne pas avoir recours au raisonnement et à la logique. Alors que si vous voulez écrire, par exemple, j'aurais pu choisir en art-thérapie l'écriture. Moi, j'ai déjà écrit et publié, donc j'aurais pu faire ça. Et avec ma coordinatrice, j'ai choisi volontairement d'aller vers autre chose, quelque chose que je ne connaissais pas, pour pouvoir justement découvrir, m'étonner moi-même de cette énergie et laisser l'intuition guider, en l'occurrence mon geste, et cette autre parole qui vient d'ailleurs, qui n'est pas avec des mots et qui est spontanée. Donc, quels ont été les bienfaits que vous avez ressentis de votre prise en charge à l'Institut ? Alors, ce que je dis, c'est que je suis une femme debout. Et dans ma vie, j'ai toujours été une femme debout. Et là, évidemment, avec la maladie, on passe des périodes couchées. Et donc, même quand je dois être allongée, ce parcours me permet, et même dans ma tête, de rester une femme debout. De manière très concrète, c'est toute la qualité de vie qui est impactée par la maladie. Et donc, c'est là, dans la résilience, c'est-à-dire la capacité que l'on a à faire face. Il y a des aspects psychologiques, mais il y a aussi des aspects, très, très concrets. Si votre qualité de vie est très dégradée, c'est très difficile de faire face. Donc, c'est tout ça qui est sur lequel vous êtes accompagné. Est-ce que vous diriez que votre parcours en santé intégrative, ici à l'Institut, vous a aidé sur plus de dimensions que celle purement physique ? Donc, je dirais qu'au-delà de ça, c'est la démarche de l'Institut qui pour moi, est révolutionnaire. Parce que je pense, évidemment, il y a le fait que tous ces soins soient mis accessibles et gratuits. Donc ça, je pense que c'est unique au monde. Mais le fait d'avoir une approche globale de la santé, corps, esprit, de prendre la personne dans tous les aspects et de considérer que vous ne serez jamais réduit à l'état et à la condition de cancéreux, mais que vous êtes une personne et que donc forcément c'est la personne dans son intégralité qui est atteinte, qui va arriver à continuer à traverser cette épreuve. Donc cette approche-là, de manière très cohérente, développe des pratiques qui correspondent à toutes ces dimensions, donc des pratiques multiples qui correspondent à toutes ces dimensions et qui tient compte aussi, comme je disais tout à l'heure, chaque maladie est différente, chaque patient est différent. Donc, il tient compte aussi des besoins de chaque personne. Cette approche-là, elle est vraiment tout à fait unique. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est non seulement que ça m'aide, mais que je pense que c'est vraiment un pas dans la médecine. Et puis, je pense aussi qu'à la clé, ça c'est ce que je découvre en marchant, c'est que la maladie est une épreuve, mais il y a à la clé une transformation. Et cette transformation, c'est aussi un voyage à la découverte de soi-même. Et l'Institut ne fait pas l'impasse du tout là-dessus. Au contraire, il y a beaucoup de... Tous ces soignants et ces praticiens, ils sont complètement conscients de ça. Vous avez brillamment participé au cercle éthique. Quel rôle pensez-vous que la philosophie ou que l'approche philosophique peut avoir ou même doit avoir dans la santé ? Je pense que le cercle éthique, c'est philosophique, mais c'est éthique. C'est l'éthique de la santé. C'est là aussi très important. Il s'agit de mettre des mots
sur les mots MMX. Je crois que c'est Lacan qui dit la maladie, le mal à dire, c'est très important. Quand on traverse la maladie, évidemment, ce qui est en question, c'est la souffrance, la mort, la douleur. Donc on parle effectivement de sujets philosophiques, dans votre question, mais aussi, en rapport à la question, c'est la question de la santé, c'est quel est le sens que l'accompagnement en santé donne à tout ça et donne aussi à la maladie et au traitement. Donc la question éthique, elle est absolument clé. Les cercles éthiques sont des rencontres qui sont organisées par Emmanuel Hirsch, qui est professeur en éthique, et organisées par Nathalie Feldman, art thérapeute, qui réunissent des philosophes, soignants et des patients pour justement partager une réflexion sur le vécu de la maladie. Le collectif est absolument clé parce qu'à la fois, il y a la diversité des points de vue, il y a la richesse, il y a les valeurs de l'Institut, ce qui fait qu'on est dans l'écoute, dans la bienveillance, qu'il n'y a jamais de jugement sur la parole. Et donc, il y a une parole, un enrichissement collectif qui se fait. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a une mission qui est un peu informelle, c'est pas formalisé, de l'Institut Raphaël dans ce cercle éthique qui, au fond, est de définir une perspective éthique humaniste, qui est vraiment ce que l'on vise à Raphaël. Justement, humaniste, c'est-à-dire qu'il met l'humain, la personne, au centre. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est jamais réduit à sa maladie. Et puis, qui engage la responsabilité. Même si les sujets sont très divers, il y a une cohérence, il y a une éthique. Il y a des repères et cette responsabilité, elle est collective. C'est ça qui est intéressant. C'est en soi un regard différent sur la médecine, sur le soin. C'est ce qu'on partage, le fait que ça soit partagé. Et donc, je pense qu'à la clé de ça, il y a un cercle vertueux. Le cercle éthique est un cercle vertueux. C'est ce que je pense vraiment. Qu'il y a ce regard qui est autre, à la fois sur le vécu des patients et sur les pratiques des soignants. Et puis, il y a le principe de la rencontre. Donc ça, c'est le philosophe Lévinas qui dit de la philosophie que c'est une éthique de la rencontre. Et là, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que la rencontre me permet d'advenir comme sujet, comme personne, à la fois libre, responsable, et en même temps en assumant ma part de vulnérabilité. Là, toutes les personnes ont, de près de loin, en tant que soignants ou que malades, touché à la vulnérabilité. Et donc, ce que dit Lévinas, c'est quand je croise le regard de l'autre, je suis engagé, je suis responsable et je touche sa vulnérabilité. Et donc là, si vous voulez, je dis c'est de façon informelle parce que, évidemment, les philosophes qui interviennent nous donnent des perspectives, mais chacun ressent, si vous voulez, que finalement, cette vulnérabilité humaine, est tous amenés, quand on est dans la vulnérabilité, on meurt dans la vulnérabilité. Et entre-temps, il y a effectivement le parcours de vie, avec des chutes, on se relève, etc. Donc c'est intrinsèque à l'humain, ça. Et il me semble que pour cette médecine intégrative qui place l'humain au cœur, c'est très beau, un enjeu magnifique d'avoir pris cette mission qui est incarnée par ce cercle éthique sous la protection de l'ange Raphaël, l'ange de la guérison. Donc je ne vois pas ce qu'on peut trouver de mieux. La spiritualité est un mot qui inquiète un petit peu. On a peur de l'associer à la médecine, on est un peu inquiet, on a peur de peut-être paraître pas suffisamment sérieux. Pourtant, la Joint Commission aux États-Unis, qui accrédite les hôpitaux, requiert qu'on prenne en considération la spiritualité des patients. Qu'est-ce que vous pensez que la spiritualité peut jouer un rôle dans la santé, que d'être accompagné dans l'exploration de recherche de sens de sa vie, de sa position dans le monde, peut avoir un rôle important dans la santé? Je pense que d'abord, ce qui fait peur, c'est plutôt lorsqu'on associe la religion ou des dogmes, etc. C'est ça qui peut faire peur. Donc, bon, pas qu'en soi ce soit négatif, mais c'est la manière dont c'est fait. Mais je pense d'abord qu'il y a une spiritualité laïque.
il y a une spiritualité religieuse, mais c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'humain. Je parlais tout à l'heure de toutes ces dimensions. C'est une dimension extrêmement importante. Et vous faites référence aux États-Unis, vous y avez vécu, moi aussi, on le sait très bien. Et il y a beaucoup d'études qui le montrent. La méditation, pour citer un exemple, non seulement active une part du cerveau que l'on n'active pas autrement, mais il y a une résilience plus importante lorsque l'on active cette part et ce potentiel-là. Donc moi, je suis tout à fait convaincue, non seulement parce que personnellement, je médite quotidiennement, mais parce que j'ai en plus une pratique éthique, une foi qui m'habite, mais je pense, si vous voulez, que d'intégrer une forme ou l'autre de spiritualité, c'est essentiel. Avec l'Institut, au mois de juillet, nous sommes allés visiter au musée Guimet l'exposition sur la médecine d'Asie, l'art de l'équilibre. Et là, 3000 ans, 4000 ans avant nous, ils ne se posaient même pas la question parce que toute la médecine, qui était une médecine très en avance, relie en permanence l'esprit et le corps. Donc oui, bien sûr, et ce serait une grande avancée. Et il y a beaucoup, moi ce que j'ai découvert, enfin un peu plus si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques qui permettent de conduire à la spiritualité, parce que c'est pas forcément quelque chose qui va passer par, là encore, par le cérébral. Ça, on peut être dans la méditation ou dans la prière en étant dans le silence. Et le silence fait beaucoup de bien, surtout dans notre monde. L'Institut Raphaël s'engage dans la santé culturelle. On y inscrit tous les arts, la philosophie, la spiritualité, tout ce qui peut venir définir la culture. Quel impact pensez-vous que cette approche de santé culturelle peut avoir sur un parcours comme le vôtre? Je pense que c'est déjà fait par l'Institut. J'ai parlé tout à l'heure de la visite au musée Guimet, qui était absolument formidable. Le concept, l'approche dont vous me parlez est vraiment intéressante parce que d'abord, c'est la grandeur de l'homme d'être, entre guillemets, un animal culturel. Donc vous avez raison, ça fait partie complètement de nous. Et la culture a des vertus. Et quand le risque, quand on est malade, je suis intervenue sur le temps, mais le temps, il y a le temps long de la maladie, puis il y a cette période un peu exceptionnelle hors du temps dans laquelle on risque de s'enfermer. Donc le risque, c'est de s'enfermer. Donc, la culture, évidemment, c'est une ouverture au monde, une ouverture aux autres. Donc c'est une première dimension. La seconde, c'est que se cultiver, c'est naître avec. C'est une pulsion de vie, d'étonnement. Donc là aussi, on va aller puiser dans des ressources qui sont très bénéfiques pour une personne malade. Là, on parle de culture partagée. Il y a un sacré de communion. Donc il y a une jubilation dans l'art et la culture. Et tout ça, c'est des pulsions de vie. Tout ça, c'est un moyen pour la personne de sentir combien elle est toujours, elle, accrochée à la vie. Et puis, ce qui est formidable, je ne sais pas comment vous allez approcher ça, mais de l'expérience que j'ai vue, il y a toujours cette idée d'interaction permanente. On va à la rencontre. On va à la rencontre d'autres cultures. On va à la rencontre. Et c'est ce que je disais précédemment à propos de Lévinas. C'est très utile. C'est la grandeur de l'homme. Ce fut un grand plaisir de vous recevoir, Claudine. Très désagréable pour moi aussi. Merci, Julia. Merci pour ce très beau partage. Et j'espère vous revoir très bientôt au Cercle Éthique. Moi aussi. À bientôt. Et merci à vous de nous avoir rejoints pour cette conversation. Construisons ensemble la médecine de demain.